suis Maurice Levasseur, je suis professeur retraité, mais toujours professeur associé à l'Université Laval. J'ai fait ma carrière, une moitié de ma carrière à l'Institut Maurice Lamontagne. J'ai été professeur associé à l'UQAR et en 2002, j'ai eu une chaire de recherche du Canada ici à l'Université Laval où j'ai complété ma carrière. Mais mon principal domaine de recherche, c'est les échanges entre l'océan et l'atmosphère. Donc, il y a tout un aspect qui était moins étudié, je dirais, au Québec, au Canada, sur tous ces échanges-là complexes qui existent entre l'océan et l'atmosphère. Donc, évidemment, moi, je m'intéressais plus du côté biologique, c'est-à-dire comment, par exemple, le plancton contribue à la formation de gaz qui influencent le climat, soit en le réchauffant, soit en le refroidissant. Il y a plusieurs résultats, évidemment, dans une carrière. Un des résultats qui a été vraiment fantastique, les, mes recherches qui touchaient un aspect un peu différent, c'est-à-dire portaient sur les algues toxiques dans le Saint-Laurent. C'est pendant que j'étais à l'Institut Maurice Lamontagne, où j'ai surtout travaillé sur les algues toxiques. Et les marées rouges n'avaient jamais étaient bien documentés en termes d'effets. On savait que les mollusques étaient toxiques, etc. Mais on ne voyait pas directement les marées rouges. Et on savait que l'espèce présente, Alexandrium, euh, pouvait créer des marées rouges aux concentrations qui intoxiquaient les mollusques. Et il y a une année où il y a eu une floraison particulièrement importante, où une personne, une collègue, m'a rapporté que sur la route de l'IML, elle a vu la couleur rouge apparaître. Bref, on a réussi à avoir accès à un hélicoptère de la garde côtière assez rapidement et à localiser pour la première fois, pour plusieurs, je veux dire, probablement qu'il y a des gens de la place qui avaient déjà vu ça avant, mais pour un scientifique, d'avoir des photographies, d'avoir un échantillon d'eau et où on a pu vraiment démontrer la présence d'Alexandrium en concentration suffisante pour intoxiquer énormément les mollusques, évidemment, mais aussi donner une coloration rouge à l'océan. Et de ça, on a découlé toute une série d'études. Ça nous a aidé à préciser nos questions de recherche, à savoir quelle est l'importance des courants de marée, des panaches de rivières sur la prolifération des algues. Et on est rendu assez loin maintenant sur notre compréhension de ces floraisons-là et on arrive même à les prédire dans une certaine mesure à l'aide de modèles numériques maintenant. C'est une période qui avait été... on a vu la mise en place de grands programmes de recherche qui permettaient d'aller chercher des sommes considérables pour faire de grands projets. Et on pense à la FCI, par exemple, qui a permis à des chercheurs de l'ISMER, de l'Université Laval, du GIROC à l'époque, de monter des subventions afin d'acquérir le Coriolis, par exemple, vraiment un navire de recherche conséquent pour le Saint-Laurent. Et du même coup, il y a aussi eu le projet Amundsen qui a permis à toute une équipe dirigée par Louis Fortier de construire ou d'adapter un brise-glace pour faire de la recherche arctique. C'était des grands moments, mais en même temps, c'était une période de restructuration obligée pour le GIROC, puisque le FCAR, à l'époque, était devenu le FRQNT et que leurs règles pour les regroupements ont changé. Et avec ces changements-là, disons, la quantité, le nombre minimum de chercheurs pour être dans un regroupement passait de 8 à 12 ou quelque chose du genre. Bref, le GIROC actuel n'était pas assez important pour pouvoir réappliquer pour un autre renouvellement. Donc, il fallait absolument s'asseoir, regarder en arrière, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis évidemment, la solution la plus logique, c'était d'aller chercher de façon plus importante les chercheurs de l'UQAR, de l'ISMER, même à l'époque, des intéressés par le regroupement. Et il y a eu des réunions à cette époque-là, il y a eu des discussions, puis il y avait un intérêt. Et évidemment, ça a été un peu facilité par le fait que plusieurs de ces chercheurs-là travaillaient déjà ensemble dans le cadre des demandes de subventions à Amundsen, Coriolis, etc. Donc, il y avait déjà des liens privilégiés entre ces différentes personnes-là. Mais
ça a donné lieu à ce qu'on appelle maintenant Québec-Océan. Et évidemment, il y avait lieu de changer de nom, d'avoir un nom qui était plus représentatif de notre nouvelle vision du regroupement. Donc, c'était la naissance de Québec-Océan. Donc, tout ça était très excitant comme période. Le défi est assez important. J'aime encore mentionner que le fait que les océanographes, de façon c'est dans notre culture de travailler en groupe. On ne peut pas faire de l'océanographie seul. Donc, plusieurs chercheurs de Laval, de McGill, de Lucar et Smer se connaissaient, avaient déjà travaillé ensemble. Donc, ça aide énormément, ça crée un climat de confiance. Mais évidemment, ce qui était très important, c'est de reconnaître et de respecter les spécialités de chacun des instituts impliqués. On ne veut pas remplacer personne, c'est de démontrer que ce regroupement-là était un plus-value, on allait apporter quelque chose de nouveau. Je pense que vraiment les mots qui revenaient beaucoup étaient la transparence, le respect et évidemment la communication. Il y a eu beaucoup d'efforts mis sur la communication pour s'assurer que tous les gens comprenaient bien l'objectif du regroupement. Dans les autres secrets, si je peux dire, c'est la formation d'un CA vraiment représentatif. Ça, c'est excessivement important. Tous les membres doivent se sentir vraiment représentés au CA. On ne veut pas avoir des personnes qui pourraient être biaisées dans un côté ou l'autre. Donc, on se retrouvait avec des CA qui étaient... ça discutait ferme. Je veux dire, on avait chacun nos opinions, puis chacun défendait son point. C'est des points je pense qu'ils ont vraiment permis de bien démarrer Québec-Océan à cette époque-là. Québec-Océan est ouvert à tous les chercheurs en océanographie au Québec, dont on se veut vraiment le point central de l'océanographie. C'est ce qui nous distingue des autres grands programmes. Donc, les demandes qu'on obtient des différents chercheurs passent au CA, il y a des discussions et, je veux dire, à moins de problèmes majeurs, je veux dire, tous les gens peuvent joindre le groupe. Il y a tout l'aspect financement qui devient important. Je pense que c'est important de mentionner que les instituts et les universités participantes contribuent au montage financier de Québec-Océan. Évidemment, sans FQRNT, il n'y aurait pas de Québec-Océan, mais on a besoin de l'appui et des universités aussi pour continuer notre travail. D'abord, j'ai été étudiant du GIROC à l'époque. Ensuite, j'ai été chercheur, un membre titulaire de Québec-Océan. Et c'est en 2005, je me souviens bien, que je suis devenu directeur de Québec-Océan. Évidemment, quand on m'a approché pour être directeur de Québec-Océan, c'était impossible pour moi de dire non. C'est un organisme qui avait tellement été important pour moi, pour ma carrière, que ça me faisait plaisir de prendre cette initiative-là. Et c'était encore là, dans les années 2004-2005, c'était encore dans la période de transition. Donc, il y avait encore beaucoup à faire pour la mise en place de Québec-Océan, puis s'assurer que cette nouvelle mouture-là, du GIROC, si on veut, soit viable à long terme, pour la partir du bon pied. Je veux dire, lorsqu'on regarde le passé de Québec-Océan et de cette transition-là, GIROC-Québec-Océan, qui s'est faite en douceur, lorsqu'on regarde nos réalisations, les réalisations des membres de Québec-Océan, que ce soit l'Amundsen, le Coriolis, les programmes ArcticNet, les programmes canadiens, l'importance que les Québécois ont pris au Canada et dans le monde en océanographie, c'est remarquable. Et tout ça dans une période de temps très court. Et dans ça, j'ai inclus la formation de l'Institut Maurice Lamontagne. Je veux dire, un institut fédéral au Québec, c'était impensable s'il n'y avait pas de chercheurs compétents en océanographie au Québec. Tout ça, ça crée un ensemble fantastique. Et si on creuse un peu, on se rend compte que les grands joueurs au début de ces institutions-là, je ne veux pas en nommer parce qu'il y aurait trop de personnes à nommer, j'aurais peur d'en oublier, mais si vous regardez un peu, vous allez voir que plusieurs trouvent leurs sources soit au GIROC, soit à Québec-Océan, etc. Et donc, pour ça,
c'est impossible de ne pas avoir une grande fierté. Personnellement, quand je regarde les 8 ans où j'ai été directeur de Québec Océan, ce dont je suis le plus fier, c'est de voir jusqu'à quel point toutes les barrières qui séparaient les institutions, les universités, parce qu'il y a toujours des barrières, on peut vraiment dire maintenant que toutes ces barrières-là sont tombées. Et je pense que, j'ose croire que j'ai contribué à cet état de choses-là. Et je vois que ça se perpétue maintenant avec les nouveaux directeurs, etc. Maintenant, on fonce vers l'avant, puis c'est tout à fait, de façon tout à fait positive. Donc ça, je suis excessivement fier de ça. Pour ce qui est les forces du regroupement, il y a des avantages qui sont vraiment évidents. D'abord, un regroupement comme Québec Océan a une souplesse que les grands programmes de subvention n'ont pas. C'est-à-dire qu'à Québec Océan, quand je dis à Québec Océan, c'est le CA de Québec Océan, peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a une nouvelle priorité de recherche, qu'il n'y a personne au Québec qui touche ce problème-là. On peut aider, selon nos moyens, de recruter, de suggérer aux universités de recruter dans un domaine. On peut supporter partiellement un étudiant gradué qui va travailler dans un domaine. On peut s'adapter s'il y a certains besoins. Ce qui n'existe pas, comme je mentionnais, dans les grands programmes. Un côté très, très positif du regroupement, puis ça, je suis persuadé que tous les jeunes chercheurs vous le diront. Vous imaginez un scénario d'un nouveau chercheur qui n'est pas québécois. Il y en a de plus en plus, et c'est bien, qui s'installe au Québec, dans une université, dans un institut, à l'IML, par exemple. En se joignant à Québec Océan, il a tout d'un coup accès à toutes les forces vives en océanographique au Québec. Et pas juste via des liens qu'il établit lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une structure, il peut accéder à l'information. C'est déjà fantastique. Rapidement, il peut se faire une idée, il peut se faire de nouveaux collègues, il peut établir de nouvelles collaborations, il peut avoir de l'aide pour organiser des nouvelles collaborations. Ça, c'est un aspect très important. Il peut avoir du support technique, il peut avoir du support pour ses étudiants gradués, etc. Donc, ce que je dis est vrai pour tous les chercheurs, mais évidemment, pour les nouveaux chercheurs, c'est important. Pour les étudiants comme tels, mais là, c'est tout à fait fantastique. Je l'ai connu moi-même, j'ai fait ma maîtrise au GIROC. La différence entre travailler dans un laboratoire qui est fantastique, mais qui n'est pas lié à d'autres laboratoires, et tout à coup de réaliser que dans ton laboratoire fait partie d'un ensemble plus grand. Tout de suite, ça a un effet de collaboration, de camaraderie, je dirais même. Tu te rends compte tu réalises que ton patron a des relations amicales et scientifiquement stimulantes avec d'autres partenaires. Tout ça, ça ouvre l'esprit beaucoup pour les étudiants. Et puis là, évidemment, je ne fais pas mention de tous les supports financiers que Québec Océan offre aux étudiants, l'aide au congrès, les différents prix pour les affiches, les présentations, etc. On a beaucoup de soutien aux étudiants et ça développe un sens de l'appartenance, évidemment. Bien, la contrainte la plus difficile, évidemment, c'est la contrainte de tous les organismes, c'est-à-dire que les besoins sont immenses, puis nos moyens sont limités. C'est de prendre d'avoir à prendre des décisions qui sont souvent difficiles, de se limiter dans nos ambitions, d'aller à ce qui est prioritaire. D'où l'importance d'avoir un CA dynamique, de s'assurer qu'on vise toujours juste. Et je mentionne aussi que sur le CA, les étudiants sont présents, donc ils peuvent aussi nous faire valoir leurs besoins. Ça, c'est un aspect qui est plus... une contrainte qui est bien présente. L'autre contrainte, c'est évidemment, je veux dire, Québec Océan repose sur un mode de financement qui doit être renouvelé à tous les 6 ans. Donc, pour assurer notre pérennité, on doit performer, ce qui est très bien, ce n'est pas un problème, mais le renouvellement n'est jamais garanti. Donc, notre vision à long terme doit être prudente.
Donc, c'est un autre, si on se compare avec des instituts bien établis, c'est une grosse, grosse différence. Par contre, probablement que l'avantage qui vient avec ça, c'est la souplesse qu'on a dans une certaine mesure pour pouvoir créer des programmes ad hoc aux besoins, mais encore là, selon nos moyens. Québec Océan, comme j'ai mentionné, a été un peu a donné naissance à de grands projets. Il y a eu cette prise de conscience-là de l'Arctique qui était en grand bouleversement. Il faut se concentrer sur l'Arctique, ça a été négligé, etc. Et on voit où tout ça nous a mené aujourd'hui. Les océans jouent un rôle fondamental sur la planète dans l'ensemble. Tout le monde le reconnaît de plus en plus, mais les océans passent un mauvais quart d'heure. Les ressources, le réchauffement climatique, la pollution, il y a énormément de problèmes et, cette problématique-là, bon, les gens ils sont de plus en plus sensibles. Donc, je pense que Québec Océan va continuer à promouvoir des recherches fondamentalement d'abord, mais dirigées vers des problématiques très actuelles qui devraient émerger sur des grands programmes. Et je pense que ce qui s'est développé pour l'Arctique au cours des années va se développer pour le Saint-Laurent, par exemple, où il y a déjà énormément d'activités de recherche face à tout ce qu'on voit là dans le milieu côtier, etc. En passant, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas une impression, mais je veux dire, puisque les humains, nous vivons le long des rives, la problématique des changements climatiques et comment cela va affecter les zones côtières, ça va attirer de plus en plus notre attention. Il y aura de plus en plus de recherches dans le milieu côtier, la perte de ressources, etc. Mais au-delà de ça, il y a l'importance des océans, l'océan profond, qui nous paraît souvent très loin, mais qui est très près de nous, qui est responsable de la production de l'oxygène qu'on respire et de la formation des nuages et de l'absorption du CO2, etc. On connaît très peu de choses sur la complexité de ce système-là et il va falloir connaître beaucoup plus pour prendre les bonnes actions, pour s'adapter et mieux vivre avec, ce que la Terre peut nous fournir à long terme. Donc, je pense qu'il y aura lieu de mettre en place aussi des grands projets dans l'océan profond. Et je pense que un organisme comme Québec Océan pourrait jouer un rôle important pour initier ces grands projets-là. Encore là, face à des questions pressantes. Je pense qu'il devrait apprécier la valeur de la collaboration, de ne pas avoir peur de poser les questions difficiles, de s'attaquer aux problèmes difficiles et de développer du leadership. On travaille en groupe, mais il y a toujours quelques personnes qui doivent prendre le leadership. Et pour certaines personnes, c'est plus facile que d'autres. C'est qu'il faut chercher en soi, est-ce qu'il y a un leader en moi? Et de ne pas se gêner de développer ce côté-là, ce qui n'est pas essentiel. On peut faire de très bonnes recherches sans devenir exercer un leadership complet. Mais je pense que le passé nous montre que ça prend des gens qui ont du leadership pour vraiment développer les grands problèmes et s'attaquer aux grandes questions. Il y a un moment magique qui se produit à Québec Océan à chaque année, enfin à chaque année avant la COVID. Et on espère que tout ça va redémarrer en 2023. C'est l'Assemblée générale annuelle. Lorsque les 150 étudiants et plus, entre 50 et 75-80 chercheurs de Québec Océan se retrouvent au même moment dans une même salle pour partager leurs résultats, leur expérience, leur amour de l'océan, leur passion. C'est très dur à décrire ce qui se passe à ce moment-là, mais je suis persuadé, et plusieurs ont témoigné en ce sens, ça laisse une marque. Tout à coup, on se rend compte, ça donne une valeur à ce qu'on fait, ça donne une valeur
ce en quoi on croit. On se rend compte que c'est partagé par d'autres. Et c'est vraiment tout à fait fantastique comme moment, très enrichissant. Les étudiants font des contacts avec les chercheurs, avec les autres étudiants. C'est un moment d'échange fantastique. Euh, Évidemment, en plus, c'est un événement qui se déroule en grande partie, pas essentiellement, mais en grande partie en français. Et ce qui est assez rare en sciences de nos jours, on a une langue commune qui est l'anglais, ce qui est très bien. On partage, on peut comme ça, on peut communiquer avec nos collègues partout dans le monde. Mais avoir ce moment-là privilégié, on peut échanger en français, c'est bien aussi. Mais indépendamment de ça, c'est ce moment-là de se regrouper. Enfin, même pour moi qui étais directeur, d'une année à l'autre, lorsque je voyais cette salle-là remplie de personnes allumées, des jeunes surtout, c'est exaltant.